Merci. Ah, je vois qu'on a un petit problème de mise en page, mais c'est pas grave, ça sera pas gênant pour la présentation. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour l'invitation à ce séminaire. Hugo Singès, pour me présenter très brièvement, je suis ingénieur agronome et responsable marketing et commercial de l'entreprise Agriculture, qui est une entreprise française de robotique agricole. Nous développons donc des solutions de pointe pour ce qu'on va qualifier de smart farming. Et j'essaierai durant cette présentation de vous présenter des applications concrètes de solutions autonomes. Nous pouvons passer à la suivante. Merci. Donc très rapidement, je repasserai je ferai un bref passage sur le contexte agricole actuel et les principaux enjeux qui nous font face. Puis je présenterai deux solutions que nous avons développées et les perspectives d'avenir que nous pouvons avoir ensemble pour l'Afrique. Alors pour le contexte agricole, on peut passer à la suivante. Bon, comme vous le savez tous, ce sont un peu des banalités, mais nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'êtres vivants sur Terre et nous allons passer, comme l'a annoncé l'ONU, à 10 milliards d'ici 2050 et ce seront donc tout autant de bouches à nourrir. Dans un contexte également de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et des doses appliquées pour produire une alimentation en quantité et en qualité suffisante, se tourner vers une alimentation plus durable, et ce, malgré une réduction du nombre d'agriculteurs à l'échelle mondiale. Où se place Agriculture dans ce contexte-là? Agriculture est une entreprise qui possède 13 ans d'expertise et de guidage dans le positionnement, qui est réellement notre cœur de métier. Et nous allons développer des robots en partenariat avec des industriels que je développerai plus tard, pour réellement essayer d'accompagner les agriculteurs et les différentes agricultures dans une transition agroécologique viable grâce à ces solutions. Donc, nous avons une diversité d'actions dans plusieurs types de cultures. Alors rapidement, l'agriculture a connu deux révolutions majeures au XXe siècle. Sur la première moitié, nous avons eu l'apparition de la mécanisation avec des tracteurs qui ont permis l'intensification des productions. Et sur la seconde moitié, nous avons eu un essor de la chimie. Donc ce sont des changements de pratiques qui ont entraîné des modifications des modes de production et une augmentation des rendements. Les cultures se sont en revanche fragilisées, puisqu'on a développé de plus en plus de monocultures, et ce manque de diversité a eu pour conséquence l'apparition de graves maladies. On peut prendre l'exemple du mildiou sur la pomme de terre en Irlande, qui a provoqué exode et famine. Et c'est réellement l'évolution de la science et l'essor de la chimie, comme j'ai pu le dire, qui ont pu permettre de faire apparaître des pesticides organiques de synthèse qui étaient réellement efficaces et nécessaires pour nourrir le monde et le reconstruire, qui était la mission principale au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif a été atteint avec une importante augmentation des rendements. Il faut savoir que ces derniers ont été multipliés par presque 10 pour le maïs ou le blé notamment en 50 ans. Alors, dans ce contexte-là, il y a quand même aujourd'hui une pression sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, puisqu'une utilisation excessive ou inadéquate va engendrer des impacts sanitaires et environnementaux négatifs. Et donc, une pression sociétale est exercée sur les pouvoirs publics et les agriculteurs afin de limiter, voire d'interdire l'utilisation de ces produits. En Europe, par exemple, plus de 920 substances actives sont aujourd'hui interdites, donc des efforts ont été faits quand même, et d'autres produits seront à court, moyen ou long terme encore interdits. Donc toujours dans ce contexte de produire à court ou moyen terme, euh, de produire à court et moyen terme une nourriture en qualité et en quantité bien suffisante, avec des ressources disponibles qui sont de plus en plus rares et malheureusement consommées de plus en plus tôt chaque année. Alors, des efforts ont été menés sur les doses appliquées, comme on peut voir sur le graphe ici. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, l'utilisation moyenne par hectare des herbicides était de près de 2,5 kg à l'échelle internationale. Pour les insecticides, on était au-delà des 1,7 kg et plus de 1 kg par hectare appliqué de matière active en fongicides. Et on peut voir qu'en 50 ans, ces doses
ont été extrêmement réduites et divisées par plus de 10, avec 200 grammes pour les herbicides dans les années 2000 par hectare, une petite centaine pour les insecticides et légèrement plus de 200 pour les fongicides. Donc vraiment, de gros efforts ont été appliqués pour produire plus et mieux, toujours dans l'optique de ne pas dégrader les outils de production et les ressources disponibles. Dans ce contexte, des alternatives viables apparaissent, et je vais commencer par vous présenter la prophylaxie. Alors la prophylaxie, tout simplement, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre de prévenir ou d'éviter l'apparition de maladies, de ravageurs ou d'adventices. Et elle va pouvoir utiliser différents leviers qui peuvent être d'ordre physique, chimique, génétique. On parlera ici par exemple du cas de la rotation des cultures, de la lutte biologique ou de l'utilisation de variétés résistantes. Il y a d'autres exemples, le tri des semences ou la désinfection des outils et des équipements agricoles, par exemple. Donc toujours dans un schéma d'agriculture durable et d'agroécologie. Ensuite, on pourra parler de mécanisation également, donc utiliser de nouveaux outils pour avoir des itinéraires culturaux différents dans l'optique de réduire la quantité de produits phytosanitaires appliqués et notamment de glyphosate. Donc on va passer sur des désherbages et de la gestion de l'anerbement et des adventices plutôt par de la destruction mécanique. Mais en revanche, il pourra y avoir des impacts négatifs sur l'environnement puisque nous allons augmenter le nombre de passages. Et je cite souvent une étude de la Harper Adams University qui annonce que 90% de l'énergie utilisée en agriculture et principalement en grande culture sert à décompacter les sols qui ont été tassés par ces mêmes machines. C'est-à-dire que nous allons avoir des tracteurs de plus en plus puissants qui vont permettre, avec des outils qui vont travailler de plus en plus profondément, de décompacter les sols. Mais à chaque passage, nous allons encore tasser les sols via des poids très importants. Donc, nous insérer dans un cercle vicieux duquel il sera très difficile de s'extraire. Donc, il y aura un réel impact sur le tassement du sol avec plus de mécanisation par les tracteurs et les grosses machines qui sont souvent massives et surpuissantes. Et au-delà de ça, il y aura aussi un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque plus de passages vont entraîner une consommation d'énergie plus importante et donc des émissions plus élevées. Et passer sur des alternatives mécaniques va également entraîner des pertes de rendement à court terme via ces nouvelles pratiques. Alors, ça nécessite une adaptation des pensées, un changement de paradigme pour revoir les itinéraires culturaux et des investissements importants en matériel et en main-d'œuvre, euh, malgré des baisses de rendement. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très compliqué pour les agriculteurs qui n'auront pas forcément le temps et les ressources pour pouvoir passer sur ces alternatives. La mission est toujours la même, c'est de nourrir la planète. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons 10 milliards d'êtres humains et tout autant de bouches à nourrir d'ici 2050. Et dans ce contexte-là, il y a trois objectifs à atteindre selon le World Resources Institute, qui sont de produire 56% d'aliments en plus d'ici 2050 pour pouvoir nourrir la planète, tout en évitant d'utiliser 600 millions d'hectares de terres agricoles supplémentaires. Et cela en réduisant de 11 gigatonnes les émissions de gaz à effet de serre dégagées par les activités agricoles. Alors, comment y parvenir? Différentes solutions sont proposées. La première, c'est de réduire la croissance de la demande alimentaire en réduisant les pertes et les gaspillages et en adoptant des régimes alimentaires plus sains. Donc, je pense notamment à passer sur plus de protéines d'origine végétale dans l'alimentation. Ensuite, nous allons chercher à accroître la production sans élargir la superficie des terres agricoles, tout cela en augmentant la productivité en agriculture et en élevage. Donc sur les mêmes surfaces, essayer d'obtenir des rendements plus importants. Ensuite, nous allons chercher à protéger et restaurer les écosystèmes naturels via une réduction de la déforestation, en restaurant les tourbières ou ce genre de choses. Puis augmenter les ressources halieutiques en améliorant les systèmes d'aquaculture et en ayant une meilleure gestion de la pêche et de la pêche maritime. Et enfin, le dernier aspect est la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités agricoles, et cela grâce aux technologies et à des méthodes agricoles innovantes. Et c'est ce point qui va réellement nous intéresser ici, puisque c'est la robotique qui va pouvoir permettre de répondre notamment à ce dernier enjeu.
Alors la robotique, qu'est-ce que c'est? La robotique est une solution pertinente pour répondre à ce besoin de nourrir la population. La robotique, c'est tout d'abord favoriser de nouveaux itinéraires culturaux et en encourageant de nouvelles pratiques par de la mécanisation et une réduction des herbicides. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la mécanisation via les machines agricoles existantes va entraîner des externalités négatives de tassement du sol et d'émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, la mécanisation va demander aux agriculteurs de passer plus de temps sur le siège de leur tracteur pour réaliser des opérations. Donc la robotique va permettre tout en favorisant de nouveaux itinéraires culturaux, de libérer du temps aux agriculteurs. Et donc de se sortir via des petites machines souvent à chenilles, de se sortir de ce cercle vicieux du tassement du sol et donc de nécessiter de moins en moins d'énergie tout en donc travaillant les sols. Les robots vont permettre de travailler plus longuement. Aujourd'hui, les robots électriques ou hybrides vont pouvoir travailler seuls, peut-être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui fait que sur des fenêtres d'intervention souvent assez faibles liées à la météo en agriculture, qui est un réel problème pardon, et un facteur limitant, les robots vont pouvoir travailler avec un temps de travail effectif bien plus important qu'un ensemble tracteur plus chauffeur. Tout cela en limitant les émissions de carbone, comme j'ai pu le dire, via des robots qui sont aujourd'hui hybrides ou même électriques, et donc avec des émissions de CO2 faibles, voire nulles. Et de plus, d'autres impacts environnementaux peuvent être diminués. Et je pense ici à l'intelligence artificielle qui peut être couplée à la robotique afin d'acquérir de la donnée et de la traiter tout en effectuant des opérations pour développer des outils d'aide à la décision. Et par exemple, via des capteurs, on pourra passer sur ce qu'on appelle du spot spraying, donc des technologies où les capteurs des caméras vont repérer l'ensemble des adventices dans une parcelle lorsque le tracteur passera et de libérer des herbicides seulement en ultra localisé là où les adventices auront été repérés. Et donc, on va réduire de 40, 50 ou 60% la quantité appliquée tout en étant toujours sur des traitements phytosanitaires. On peut également avoir l'intelligence artificielle qui servira à de la détection de maladies et à du préventif plutôt que du curatif. Alors, à cette ode-là, nous allons passer à la diapo suivante où je vais vous présenter réellement Agriculture et comment se place cette entreprise. Alors, rapidement, nous allons faire un historique de l'entreprise. Agriculture a été créée en 2016 et même un peu avant par Christophe Aubé. Christophe Aubé, il est ingénieur aéronautique et fils d'agriculteur. Et son père avait une problématique de désherbage du maïs dans ses parcelles. Et donc, il a en quelque sorte mis son fils au défi de lui trouver une solution pertinente et autonome qui pourrait pallier ces problématiques-là. Alors Christophe, dans son garage, a réfléchi et a réfléchi et plus qu'essayé à développer un premier prototype de robot autonome pour désherber le maïs, mais il avait une problématique qui était le guidage et le positionnement de son robot. Malgré l'association de son savoir-faire et de ses compétences, il n'arrivait pas à guider très précisément son robot. Alors, au hasard des rencontres et en cherchant, il a découvert l'entreprise Navontime, que vous voyez ici au début de la frise, qui était une entreprise spécialisée dans le guidage et le positionnement, puisqu'elle fournissait notamment les premières solutions GPS aux tondeuses Husqvarna. Et il a eu l'opportunité de racheter cette entreprise avec son savoir-faire, à savoir ingénieur, algorithme et brevet. Et dès lors, ça a été l'élément réellement fondateur de l'aventure Agriculture qui a débuté en 2016. Et nous possédions ainsi la solution de robotique et de guidage et de positionnement. Donc Agriculture a été créé. Le premier démonstrateur pouvait être ainsi guidé. Et c'est grâce à cette technologie que nous sommes allés démarcher l'équipementier Kuhn à Saverne, spécialiste de machines agricoles principalement pour les grandes cultures, avec ce démonstrateur pour essayer ensemble de co-développer un robot pour les grandes cultures. Et donc, Kuhn a été séduit, et nous allons pouvoir passer à la diapo suivante. Et en 2018, nous avons co-développé une flotte de 3 robots qui ont permis de gérer l'itinéraire culturel quasi complet de 50 hectares de maïs. Donc, je vais vous montrer une vidéo sur la diapo suivante que je commenterai pour que vous puissiez réellement vous rendre compte de ce que nous avons réalisé.
Alors, nous sommes ici sur la phase de... Alors, je vois pas la vidéo bouger, moi. Ça y est, pardon. Donc, vous voyez ici le premier prototype qui était quelque peu archaïque avec des problématiques de guidage et positionnement, comme j'ai pu le dire, mais qui a quand même porté ses fruits et permis d'aller démarcher Kuhn. Voilà, donc ensemble, nous avons développé un robot chenillard et hybride que nous avons mis dès le début et dès les premières phases dans des conditions assez extrêmes pour le tester et réellement éprouver les technologies. Donc vous voyez ici le premier prototype co-développé avec Kuhn, où eux se sont chargés de toute la partie réellement mécanique ainsi que la partie outils, qui est leur cœur de métier. Et nous avons apporté notre savoir-faire sur l'hybridation, l'électrification et bien entendu le guidage et le positionnement. Nous sommes passés par de la conception 3D afin d'obtenir euh, le robot final que vous voyez ici en cours de construction. Donc voilà les trois robots. Ce sont donc des porte-outils hein, qui employaient les outils déjà présents par Agriculture, déjà développés par Kuhn, pardon. Et nous avons réalisé différentes opérations qui vont être présentées par la suite. Nous avions aussi développé ce système de recharge automatique en intrant via une trémie. Le robot était capable de venir seul se recharger euh, lorsque son réservoir était vide. La première étape a été le travail du sol, ce qu'on va appeler le strip till. Nous avons décidé de travailler seulement les bandes qui allaient être semées et de ne pas retourner l'ensemble de la parcelle, toujours dans des optiques de moins de tassement du sol, moins d'énergie nécessaire pour réaliser les opérations. Donc, essayer de se sortir de ce schéma-là euh, de cercle plutôt vicieux. Donc, le guidage et le positionnement très précis, au centimètre près de la machine, nous ont permis d'effectuer ces bandes dans lesquelles nous sommes venus par la suite déposer les graines de maïs. Donc voilà, une parcelle de 50 hectares avec une flotte de 3 robots qui ont permis de gérer l'itinéraire culturel quasi complet. Alors avant le semis, nous avons enfoui un starter pour un meilleur développement des graines de maïs, donc le voici. Et le robot qui vient se recharger de manière totalement autonome en semences de maïs ici, pour aller réaliser son opération de semis.
le semis, donc sur les bandes très précisément qui ont été travaillées au préalable. Alors vous voyez que le robot n'a pas de capot puisqu'il faisait en réalité très chaud et nous avons été obligés d'enlever les capots pour éviter les surchauffes. Donc des robots qui ont pu travailler en flotte, c'est-à-dire que les 3 robots communiquaient ensemble afin, bon, tout d'abord d'éviter de rentrer en choc et en contact l'un face à l'autre, mais également, ils avaient chacun une partie dédiée de la parcelle qui leur était consacrée et si un premier finissait, sa mission avant l'autre, alors il venait, récupérer la mission de l'autre robot pour, l'accompagner et finir en même temps. Alors vous voyez ici que le robot est parti et a eu un léger problème de guidage et c'est en fait, il s'est rendu compte seul qu'il n'était pas précisément sur la ligne qu'il devait suivre. Donc il avance, se repositionne, se recalibre, recule et relance son semis. De manière autonome, il est capable de savoir, où est-ce qu'il est positionné et s'il n'est pas précisément au centimètre près là où il devrait être, alors il va relancer, son rang. Donc une opération de traitement herbicide. Alors nous avons décidé, de traiter seulement sur le rang, donc en localisé, permis toujours, via la précision, de nos solutions GPS. Nous avons traité que, les rangs de maïs, voilà et sur l'inter-rang, vous le verrez, juste après, nous avons décidé d'effectuer un binage, donc un désherbage purement mécanique. Des éléments de sécurité. Lorsqu'il y a un choc avec quoi que ce soit, l'ensemble du robot et de l'outil, s'arrêteront instantanément sans aucun dégât. Pardon? Et le désherbage mécanique ici du robot. Donc, via des houes rotatives et des éléments de binage, nous avons pu entretenir, avec plusieurs passages à différents niveaux de développement des cultures, le l'inter-rang. Et il ne restera qu'une opération, vous pouvez peut-être avancer un peu, qui est, l'apport de fertilisants. Un peu plus loin, encore. Donc on est toujours sur le désherbage et voilà la dernière opération, qui est l'apport du fertilisant dans la parcelle. Là, à nouveau, nous avons enfoui les fertilisants pour avoir le moins de pertes, possible, heu, lors de l'application et nous sommes passés à différents stades pour les appliquer. Donc voilà un peu pour le on peut terminer la vidéo, je pense. Merci. Donc voilà un peu pour le challenge Saint-Éole qui a été réalisé en 2018 avec Kuhn. Et qui nous a réellement permis quand même, puisqu'en 2018, nous étions parmi les pionniers de la robotique agricole, qui nous a permis d'avoir différents prix et de la renommée dans le secteur, au niveau national et international. Et donc, de retour à Toulouse, nous avons décidé, à Greenculture, seulement de développer notre propre robot, le prototype Céol que vous voyez ici, dédié aux cultures pérennes. Donc seul. En parallèle, nous avions une phase d'industrialisation de l'AGC Box, qui est le boîtier blanc que vous pouvez voir dont je développerai les caractéristiques ensuite, et qui permet de guider et positionner toute machine qui nécessite de l'être, donc qui nécessite d'être automatisée. Nous avons réalisé sur la saison 2020-2021 une campagne de bêta-test, c'est-à-dire que nous avons une dizaine de robots qui ont été mis chez des clients en conditions réelles sur toute la saison, et ce, afin de développer la version commerciale pour la saison à venir.
en ayant un maximum de retours utilisateurs. Alors, ce robot Seol, justement, sur la diapo suivante, s'il vous plaît, et même celle d'après. Merci. Ce robot Seol, donc, que je vais vous présenter ici, est le robot qui est développé en interne par Agriculture. Donc, c'est un robot que je pourrais qualifier de chenillard, hybride et porte-outils. Je m'explique. Le robot en lui-même va à l'arrière posséder un attelage 3 points classique, catégorie 1, comme sur les tracteurs, ce qui fait que les agriculteurs pourront y atteler les outils qu'ils possèdent déjà sur leur exploitation. Dans deux optiques, la première est que les outils sont souvent une problématique importante et il est assez long et fastidieux pour les agriculteurs de choisir un matériel qui est adapté à leurs réels besoins et à leur terroir. Donc, ils pourront garder les outils qu'ils possèdent. Et ensuite, tout simplement, l'investissement financier où les agriculteurs qui souhaitent automatiser leur culture n'auront pas à acheter d'outils en plus. Ensuite, c'est un chenillard. Le robot qui est sur chenille est à voie variable, c'est-à-dire qu'il pourra être rétréci en largeur ou élargi pour travailler dans différents, ici vignobles par exemple, et fera 72 cm de large au plus étroit ou 120 cm hors tout au plus large. Malgré un poids de 750 kg, on peut y ajouter 150 kg de masse pour monter le total à 900 kg pour plus de motricité. Le robot n'aura une pression au sol que de 215 grammes par centimètre carré. Ce qui est donc très faible puisque c'est l'équivalent de vous ou moi qui marchons dans une parcelle. Donc on va réellement se sortir de ces problématiques de tassement du sol malgré des passages bien plus fréquents pour entretenir mécaniquement les cultures. Donc, c'est un hybride. Nous n'avons aujourd'hui pas choisi de présenter un robot totalement électrique, principalement pour des raisons d'autonomie. Le robot aujourd'hui embarque un réservoir de 30 litres de gasoil et ces 30 litres permettent d'avoir une autonomie de 24 heures suivant les opérations. Et au-delà des 24 heures, le robot, lorsqu'il arrive sur la réserve de carburant, il va nous envoyer un SMS, on pourra communiquer avec le robot. Et lorsqu'on recevra ce SMS, il suffira simplement de revenir dans la parcelle pour recharger le robot en carburant. Et en seulement quelques minutes, le robot pourra repartir, continuer ou terminer sa mission. Donc, je ne vous cache pas qu'on a des prototypes tout électriques que nous testons, mais on estime aujourd'hui que les technologies de batterie ne répondent pas aux réels besoins des agriculteurs, puisqu'il y a des plages de travail trop faibles. Il faut savoir que des batteries, dans le dimensionnement de notre robot, pourront permettre de travailler 3 heures, 4 heures, peut-être 5 heures, mais avec des temps de recharge nécessaires euh, supérieurs ou égaux à ces temps-là, donc 6 heures, 7 heures, 8 heures, ce qui fait que le travail effectif du robot ne sera pas assez important pour, euh, pour des fenêtres d'intervention qui peuvent être assez réduites, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Alors, ce robot hybride, il va embarquer deux batteries. Une première batterie qui servira à lisser les besoins en puissance, c'est-à-dire qu'on a un moteur thermique qui va entraîner une génératrice qui produit de l'électricité, et cette électricité va servir à l'avancement des chenilles et à animer des outils si nous avons des outils animés à l'arrière. Principalement pour de la réduction des pertes énergétiques et donc de la diminution de la consommation. Aujourd'hui, nous allons diviser par 3 à 4 sur les mêmes opérations la consommation par rapport à un tracteur. Donc cette première batterie va servir à lisser les pics de puissance, c'est-à-dire que sur un court instant, si le robot a besoin de plus de puissance, il pourra aller la chercher dans la batterie, mais le robot ne travaillera que en mode thermique. Et nous avons une seconde batterie, une petite batterie qui va servir au déplacement du quotidien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sans démarrer le robot et son moteur, nous allons pouvoir, avec la télécommande, sortir le robot d'un bâtiment, le charger dans un véhicule, afin d'avoir plus de confort pour l'utilisateur, en réduisant le bruit et la fumée du moteur, par exemple. Donc c'est un robot porte-outils, chenillard et hybride qui va pouvoir travailler dans des parcelles de culture pérennes de manière très précise. Comment se passe toute la solution robotique? Aujourd'hui, nous allons venir sur une parcelle. Alors, nous avons ici l'exemple des cultures pérennes, hein. Nous allons venir sur une parcelle, positionner une base de référence que vous voyez au milieu de la photo. Et cette base de référence servira à envoyer les corrections de positionnement
au robot lorsqu'il travaillera. Parce qu'il faut savoir que lorsque le robot travaille et lorsque les données des satellites traversent la ionosphère, par exemple, il va y avoir des biais et distorsions qui vont apporter des modifications aux données et aux signaux de positionnement. Et donc, cette base fixe, pérenne, qui sera toujours placée au même endroit, permettra d'apporter ces corrections. Alors, nous allons faire un premier passage qui est l'arpentage. C'est-à-dire qu'avec la perche que vous voyez là et le boîtier AGC Box, nous allons repérer spatialement chaque rang de culture. Donc ici, dans de la vigne, nous allons repérer les amarres de chaque rang pour pouvoir les positionner au centimètre près. Ensuite, s'il y a des obstacles dans la parcelle, nous allons repérer le contour des obstacles afin, afin que le robot puisse les éviter lorsqu'il travaillera. Et enfin, nous allons repérer le contour de sécurité de la parcelle. Donc, nous pouvons passer à la diapo suivante. Le contour de sécurité de la parcelle, c'est certainement l'élément le plus important qui va permettre au robot de travailler en autonomie totale sans surveillance dans une parcelle. En réalité, nous allons créer une barrière virtuelle que vous voyez à droite, que nous allons appeler geofencing ou safe fencing, et nous allons certifier que l'ensemble robot plus outils ne franchiront jamais cette barrière quoi qu'il se passe, à savoir une casse mécanique, par exemple, ou une perte de signal ou autre, l'ensemble ne franchira jamais cette barrière. Et c'est grâce à cela réellement que nous allons pouvoir travailler en autonomie totale. Et si nous revenons sur la diapo précédente, s'il vous plaît, nous avons également différents éléments de sécurité sur le robot afin qu'il puisse travailler sans surveillance. Je vais vous parler ici du lidar que vous pouvez voir, qui est le petit boîtier noir sur l'avant, sur le capot à l'avant du robot. Un lidar, qu'est-ce que c'est? C'est un radar qui va scanner en permanence en 3 dimensions ce qui se passe dans l'avancement du robot. Le robot aujourd'hui peut travailler de 0,5 jusqu'à 6 km/h. Il est bridé à 6 km/h pour des questions de législation européenne. Et ce lidar qui va scanner en permanence ce qui se passe à l'avant du robot va identifier si un obstacle apparaît dans les 5 mètres à l'avant du robot. Et si un obstacle apparaît dans les 5 mètres, il va automatiquement réduire la vitesse de la machine à 2 km/h. Si c'était un animal, par exemple, qui va s'en aller au bruit du robot, alors le robot va reprendre sa vitesse de consigne. En revanche, si c'est un obstacle qui persiste, le robot va venir en contact via le bord sensible que vous voyez horizontal en bas du robot, le robot va venir en contact avec cet objet et à ce moment-là, instantanément s'arrêter. Alors pourquoi le lidar réduit à 2 km/h la vitesse du robot? Tout simplement parce que notre bumper ou bord sensible a été dimensionné pour n'avoir aucun impact sur quoi que ce soit, aucun impact négatif, à 2 km/h. Et lorsque le robot va entrer en contact avec un obstacle, il va nous envoyer un SMS pour nous prévenir, puisque nous ne serons pas sur la parcelle, et il va nous envoyer un SMS pour nous prévenir de ce choc. À ce moment-là, il faudra intervenir pour pouvoir le relancer. En revanche, nous sommes en train d'installer des caméras que je présenterai tout à l'heure sur le robot, ce qui fait qu'au lieu de simplement nous envoyer un SMS, le robot pourra nous envoyer une photo, par exemple, lorsqu'il sera arrêté, et nous pourrons ainsi, à distance, évaluer la situation. C'est-à-dire que si c'était simplement une branche qui dépassait du robot, nous allons pouvoir forcer, en ayant évalué que aucun risque n'était présent, nous allons pouvoir forcer le passage et ainsi relancer le robot dans sa mission de manière totalement autonome. Et donc ce robot, lorsqu'il aura terminé sa mission, à nouveau, il nous enverra un SMS et il rentrera seul dans sa zone de parking, donc qui peut être sur la parcelle ou qui peut être sur le corps de ferme, euh, afin de réellement terminer sa mission. On peut passer à la diapo. Voilà, merci. Donc nous allons garantir une position intègre de nos solutions, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, nous avons une base fixe installée qui va recevoir les données satellitaires et envoyer des corrections au robot. Et cela passe par un cloud crypté afin de sécuriser l'ensemble des échanges de données. Vous voyez en bas une échelle de 5 km. C'est-à-dire que nous estimons aujourd'hui que la station de référence ne doit pas être dans un rayon, enfin le robot ne doit pas travailler au-delà d'un rayon de 5 km par rapport à la station de référence. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Les deux boîtiers communiquent via de la 4G, donc une carte SIM dans le robot, une carte SIM dans la station de référence, et via la 3G ou 4G, ils vont pouvoir communiquer et recevoir ces corrections. Mais nous avons une réelle volonté d'avoir une précision centimétrique au champ dans la parcelle, et nous estimons que nous perdons 1 mm de précision tous les kilomètres
effectués. Donc, tout simplement, pour garder cette précision centimétrique, nous avons limité à 5 km le rayon de fonctionnement des robots. Mais nous pouvons, bien sûr, pour des îlots plus éloignés, installer différentes stations de référence. Et tout cela est permis sur la diapo suivante grâce à notre boîtier, l'AGC Box, que vous voyez ici, et qui est développé par Agriculture et qui est un réel concentré de technologie que vous pouvez voir dans la diapo à nouveau suivante. Alors, je ne vous présenterai pas l'ensemble des éléments, mais très simplement, c'est comme j'ai pu le dire, un boîtier qui va communiquer via la 3G ou 4G, mais qui peut aussi communiquer en Wi-Fi. Donc, nous pourrons nous y connecter avec notre téléphone ou notre portable lorsque nous serons en proximité, et qui peut communiquer en LoRa, qui sont des ondes radio, et qui fait que lorsque le robot travaillera dans des parcelles que nous qualifions de zones blanches, donc qui n'ont pas de couverture satellitaire et de couverture téléphonique, le robot pourra communiquer avec sa station de référence simplement par onde radio, afin de toujours effectuer le même travail et de recevoir les corrections. Alors, dans le processus, sur la diapo suivante, dans le processus de robotisation des parcelles, nous avons bien sûr une application mobile qui se veut être la plus simple et intuitive possible, qui permettra de gérer le robot. Donc, nous allons amener le robot en bout de champ, nous connecter avec notre téléphone au robot et pouvoir gérer les missions. Donc, sur la première page, nous avons les différentes missions qui correspondent aux différentes parcelles, une liste de missions. Vous pouvez avancer sur la diapo. Je crois qu'il y a des animations, donc vous pouvez avancer de quelques diapos. Donc voilà, vous voyez ici les missions. Puis vous avez des paramètres de mission sur l'écran central. Donc des paramètres de mission, comme j'ai pu le dire, nous allons pouvoir gérer en direct la vitesse d'avancement du robot, puis voir l'état du robot en haut. Nous avons une vitesse de consigne ainsi qu'une vitesse réelle et la hauteur des vérins. En permanence, en direct, nous allons pouvoir gérer la hauteur des vérins pour savoir à quelle hauteur vont être les outils dans l'optique d'un résultat agronomique optimal. Et enfin, en bas, vous voyez des éléments sur une barre d'avancement sur le dernier écran. Vous voyez une barre d'avancement qui nous permet de savoir à quel niveau de la mission est le robot. Vous voyez la carte des rangs, le contour sécurisé, l'identification de la base fixe qui est ici dans la parcelle et la zone verte qui est la zone de départ du robot. Donc nous l'avons amené via notre télécommande dans cette zone, puis nous avons appuyé sur Play et le robot effectue sa mission seul et reviendra à la fin dans cette zone de parking. Alors j'ai essayé d'aller un peu vite pour vous présenter toute cette solution robotique, mais qui présente de réelles perspectives d'avenir. Nous avons différents projets en cours chez Agriculture et celui que vous voyez ici, qui est la téléopération. Alors la téléopération, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre à distance de visualiser le robot. Comme je l'ai dit, nous avons installé des caméras sur le robot. Il faut savoir qu'ici, je suis dans un bureau, donc sur la vidéo, vous me voyez dans mon bureau au siège à Toulouse d'Agriculture. Et je vais avoir la main sur un robot qui est à 500 km dans une parcelle à 500 km de chez moi. Donc, nous avons incrusté en haut à droite une vision drone de la parcelle et du robot pour réellement nous rendre compte de ce qui se passait. Sur l'écran d'ordinateur de gauche, je vois l'arrière du robot et sur l'écran d'ordinateur de droite, je vois l'avant du robot. Et avec mon volant, je peux réellement guider le robot de manière très précise. On voit pas bien, mais j'ai des pédales au pied pour gérer l'avancement et j'ai des boutons sur le volant pour pouvoir baisser l'outil. Alors, qu'est-ce que va nous permettre cette téléopération? Eh bien, elle va tout simplement nous permettre à distance de visualiser, comme j'ai pu le dire, de contrôler le robot, de le piloter, mais aussi de diagnostiquer une machine ou plusieurs machines qui pourraient être en panne et de s'assurer du résultat agronomique en direct qui est effectué sur la parcelle. Également, la téléopération nous permettra et le télémonitoring nous permettront de diagnostiquer des éléments qui ont pu intervenir et des obstacles sur lesquels nous avons pu entrer en choc et à distance de relancer une ou plusieurs machines. Nous allons par ailleurs pouvoir recharger en intrant, comme vous avez vu tout à l'heure sur des cellules de recharge. À distance, nous allons pouvoir prendre la main sur un robot lorsque nous nous rendons compte que le robot est arrivé sur la réserve de gasoil ou que les semences, il n'y a plus assez de semences dans la trémie. Nous allons pouvoir recharger le robot. Et ensuite, nous avons notre projet en cours, qui est l'association de nos compétences sur la diapo suivante.
qui est l'association de nos compétences en positionnement, guidage et en intelligence artificielle. Nous allons pouvoir coupler des capteurs sur nos machines autonomes afin d'obtenir un maximum d'informations des parcelles. Nous avons ici un exemple sur la vigne à gauche avec différents éléments. Le premier est le comptage de pieds manquants, qui est une problématique dans certains vignobles. L'analyse du sol, nous allons pouvoir préparer des cartes de modulation, des cartes d'irrigation. Nous avons des estimations de rendement en analysant la maturité et le nombre de baies qui apparaissent, ou même effectuer de la prospection de maladies, sur l'apparition de maladies, qui est une réelle problématique en vigne. Et la robotique, non, va permettre aux viticulteurs et aux agriculteurs qui n'ont pas toujours le temps de se déplacer dans leurs parcelles, et notamment pour faire de la prospection, je pense ici à la flavescence dorée, va permettre, tout en travaillant et en effectuant des tâches qui ont été demandées, d'analyser et de capter un maximum de données via cet embarquement de capteurs pour créer des outils d'aide à la décision et augmenter leur fiabilité en ayant un maximum de données. Et donc, nous allons pouvoir insérer de plus en plus d'agronomie dans nos solutions. Donc, sur la diapo suivante, qui est peut-être la dernière, nous allons pouvoir effectuer, grâce à cette téléopération et ce télémonitoring, un support à distance d'agronomes. Et par exemple, nous allons pouvoir avoir des centres de téléopération dans une capitale, et avec une flotte de robots qui travailleront dans différentes parcelles, et une personne pourra gérer 10, 15, 20, 50 robots avec des flashs qui apparaîtront si un robot est en panne, si un robot a besoin d'être rechargé en intrant, si un robot a besoin d'être rechargé en diesel. Et il pourra prendre la main, diagnostiquer sur le robot, diagnostiquer, voire réparer même à distance toute machine. Donc c'est réellement un support très intéressant, et également régler les outils, puisque aujourd'hui les agriculteurs sont dans leur cabine pour plus trop pour piloter les tracteurs, mais plutôt pour se rendre compte du résultat qui apparaît et régler leurs outils, dans l'optique bien sûr de produire mieux. Nous allons avoir une montée en compétences des collaborateurs qui sera permise par de plus en plus d'outils d'aide à la décision liés à l'intelligence artificielle. Et enfin, j'ai mis ici que nous pourrons envisager d'avoir une production mécanique des robots sur place dans différentes régions du monde. Nous pourrons avoir une production des robots sur place qui se veulent être le plus simple de conception possible euh, pour pouvoir intervenir rapidement sur une casse mécanique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur nos robots, la pièce la plus complexe à changer est la génératrice, donc qui convertit l'énergie en électricité pour l'avancement. Et cette pièce peut être changée en moins de 2 heures par une personne qualifiée. Donc, le robot est réparable, peu importe la panne, en moins de 2 heures. Et donc, avec une production sur place, nous allons pouvoir avoir de la maintenance et réellement de la proximité des différents acteurs pour des flottes de robots qui travailleront dans les parcelles. Donc, je vous remercie pour avoir suivi cette intervention. Et c'est avec plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos questions. Merci, monsieur, pour cette présentation. Et donc, comme il vient de vous être proposé, est-ce qu'il y a des questions, soit parmi les personnes qui sont en visio ou dans notre salle? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question. Oui, je vois une main se lever dans la Monsieur visio. Akrassi. Allez, la parole est à vous, monsieur Akrassi. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Hugo, et merci Bonjour. pour votre présentation. En fait, moi, j'ai deux questions. La première question concerne la durée de vie des différents robots que vous avez présentés. Oui. Et la seconde, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez montré plus ou moins l'avantage que les robots ont par rapport aux tracteurs. Et j'aimerais savoir, économiquement, entre les tracteurs et les robots, économiquement, quel est le moyen le plus avantageux? Voici relativement mes deux questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vais répondre à la première. Nous avons voulu concevoir des robots, comme je l'ai dit, qui se veulent être technologiquement, non, plutôt mécaniquement les plus simples possibles. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très basique, avec des moteurs qui sont déjà éprouvés dans l'industrie et une conception assez basique, ce qui leur donne une durée de vie très importante. Nous allons ensuite apporter des mises à jour sur le robot. Alors, il pourra y avoir des mises à jour technologiques qui seront donc faites à distance,
À ce moment-là, il n'y aura aucun composant à changer, mais simplement, comme sur votre téléphone ou votre ordinateur, nous allons effectuer des mises à jour à distance dans le but d'avoir des robots les plus performants possibles. Et nous allons pouvoir également mettre à jour ou mettre, oui, à jour mécaniquement quelques aspects. Par exemple, nous sommes aujourd'hui sur une campagne de rétrofitage des chenilles, c'est-à-dire que nos robots étaient équipés jusqu'à ce jour de chenilles plutôt destinées aux travaux publics, et nous nous sommes rendus compte que des chenilles agricoles étaient bien plus adaptées. Et donc, nous avons fait construire sur mesure des chenilles que nous changeons sur l'ensemble de notre parc matériel afin d'avoir un meilleur résultat. Et donc, sur la deuxième question, les aspects financiers, bien sûr, qui est certainement une des questions les plus importantes pour tout le monde. Le robot, financièrement, nous allons nous placer, grâce à la simplicité de conception, sur un marché qui se veut être le plus accessible possible. C'est un robot qui coûtera aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le prix d'un petit tracteur viticole. Donc, c'est un robot qui ne sera pas plus cher qu'un tracteur, qui consommera moins, qui nécessitera peu d'entretien, puisque le seul entretien se limite à faire les vidanges et souffler les filtres grâce au moteur thermique et hybride. Et c'est un robot qui pourra travailler sur de très grandes plages de travail sans nécessité de chauffeur. Via un centre de téléopération, le robot, une seule personne pourra gérer, comme je l'ai dit, 10, 15, 20 robots. Donc, ce sont tout autant de chauffeurs qui sont à payer lorsqu'ils travaillent sur un tracteur. Et même si nous avons des machines qui sont plus petites et donc qui auront des rendements à l'hectare souvent moins élevés, nous allons avoir des plages de travail bien plus importantes. Donc, quand un chauffeur va travailler 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour dans une parcelle, le robot, qui sera peut-être qui mettra plus de temps par hectare, pourra travailler, comme je l'ai dit, 20, 24 heures, et ce, toute la semaine. Donc, nous allons avoir un travail effectif bien plus important et ainsi une rentabilité bien plus élevée qu'un tracteur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens qui sont par Internet? Si ce n'est pas le cas, je crois qu'on a une question dans la salle. Alors, vous avez une question ici. Alors, j'ai choisi ta question. C'est ma question. Allez, tu auras le droit à deux. C'était trop bon, c'était trop bon. Donc, j'ai des tas de questions, puis j'ai le droit d'en poser que deux. Alors, bon, Ouais. je suis une victime. Disons, vous insistez beaucoup sur l'AGC Box, Oui. Hein, qui est le cœur de... Qui est notre cœur de métier, notre savoir-faire. Oui. Votre atout maître. Alors, oui. quels sont, alors, par rapport à un système RTK qu'on trouve ailleurs, qu'est-ce qui fait vraiment une grosse différence? Puis j'ai été surpris que vous intégriez aussi le signal de Galileo, votre Galileo, oui encore, mais le signal du satellite chinois aussi. Bon, c'est peut-être un petit avantage, mais enfin, ça a suscité ma curiosité. Alors, une question, alors je sais que j'ai droit à une seconde question. Donc, je vais vous la poser tout de suite, je m'excuse. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir de gros problèmes de puissance tout de même vis-à-vis des outils vous avez un attelage 3 points, bon, c'est un atout important. Maintenant, les outils qu'on met derrière d'un tracteur viticole lambda sont souvent importants quand même. Est-ce que vous n'aurez pas ce souci de puissance Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup d'autres questions, mais enfin bon. Oui, je vous remercie pour vos questions. Et normalement, d'ailleurs, mon adresse mail a été communiquée. C'est avec plaisir que nous pourrons continuer à échanger et répondre à d'autres questions. Mais je vais répondre à celle que vous venez de me poser. Ce qui nous différencie sur la GC Box, c'est notre expérience déjà. Comme je l'ai dit, nous avons été fondés sur le rachat d'une société qui possédait 13 ans d'ancienneté dans ce domaine-là et des brevets. Nous possédons la technologie en interne, donc avons une capacité d'intervenir et de développer, suivant les besoins, des solutions. Et nous avons une précision de positionnement
qui est millimétrique dans la parcelle. Donc une position de guidage au centimètre près de nos machines et une solution de positionnement millimétrique. Donc un réel atout qui est là, puisqu'il faut savoir qu'en grande culture aujourd'hui, les systèmes RTK travaillent sur une précision qui est de l'ordre de 5 à 10 cm. Et nous sommes vraiment bien plus précis. Et nous allons certifier cette AGC Box qui permettra de travailler en totale autonomie et sans surveillance. Je pense ici à des législations européennes. Nous allons travailler en totale autonomie et sans surveillance dans des parcelles grâce au contour de sécurité qui a pu être certifié et cartographié via cette AGC Box. Donc en ayant sur des clouds sécurisés des échanges de données, nous allons nous différencier sur ces aspects-là. Et ensuite, toujours l'aspect financier, où nous allons avoir des AGC Box accessibles financièrement. Donc, si vous voulez, si un industriel veut chercher à automatiser une machine, nous allons pouvoir lui proposer ce service d'automatisation presque clé en main, à adapter suivant ses besoins, mais presque clé en main avec l'AGC Box et une application mobile déjà développée. La seconde question était sur la constellation des satellites, où nous avons la capacité de recevoir les coordonnées, les corrections pardon, et les signaux de différentes constellations de satellites afin de travailler et d'avoir plus, enfin de travailler sur différents lieux de la planète et d'avoir plus de précision. Et enfin, la puissance, ça c'est une très bonne question et une réelle question qu'on se pose tous les jours. Parce que toujours dans ce schéma-là, j'ai beaucoup insisté dessus, mais ce cercle vicieux de tassement du sol et de consommation d'énergie, nous avons voulu faire une machine plutôt petite, plutôt peu puissante et hybride. Alors, aujourd'hui, on a un moteur bicylindre qui va produire environ 10-15 chevaux. Ce sont des chevaux, on pourra même plutôt parler en kilowatts, ce sont des chevaux avec très peu de pertes énergétiques liées à l'hybridation, donc plus d'efficience qu'un moteur diesel pur qui va avoir de grosses pertes énergétiques. Mais sur notre campagne de bêta-test, on s'est quand même rendu compte que, par exemple, dans du cognac, avec des interrangs de vigne à 3 mètres, où on avait des outils de travail du sol très larges, s'il y avait un peu de pente ou des sols plutôt difficiles à travailler, nous étions limités. Donc, nous avons décidé nous sommes actuellement en train de faire ce rétrofit, de changer la motorisation des robots et de passer sur un 3 cylindres un peu plus puissant qui nous permettra de doubler la puissance dans le même encombrement de machines. Donc, nous changeons que le moteur et nous allons doubler la puissance pour passer à près de 25 chevaux et donc entraîner des machines bien plus importantes. Et ensuite, je rajouterai un point, c'est que nous n'avons pas de prise de force sur le robot, donc nous n'avons pas la capacité, comme sur les tracteurs, à animer les outils simplement avec une prise de force, ce qui est très énergivore. Donc, nous allons faire un service d'adaptation et d'électrification des outils et notre moteur hybride et notre génératrice permettra d'entraîner. Alors, il y avait une photo de notre robot avec un broyeur où on voyait bien un moteur électrique en prise sur le broyeur, toujours pour réduire les besoins en énergie. Donc, oui, on pourra être limité par la puissance, mais si nous réduisons la taille des outils et augmentons le temps de travail, nous allons pouvoir effectuer de belles choses.